Séquence 4, saison 2, outils de planification, de programmation rénovée, etc. Le PTB, les EPTB, les sages dans leur vie quotidienne, dans ce qu'elles font chaque jour. On va beaucoup parler de sages, surtout, vous allez voir. Nous sommes. Alors, il y a eu un peu de perte en ligne et beaucoup de distanciel pour cause de vent qui aurait couché sur les voies quelques arbres. 3 personnes seront en distanciel, ce qui ne me facilite pas la vie parce que ça limite de beaucoup les échanges que je peux avoir avec elles. C'est pas grave. J'appelle à me rejoindre Sophie Lisiard, Christian Dodoli. Je vous dirai après les gens qui sont en distanciel. Thierry Vatin, Bruno Forel, Amélie Coantic. Je ne sais pas si elle est là. Ah, ils arrivent à 14h30. Avec Monsieur Vatin. Bien, l'État arrive avec l'Agence de l'eau en même temps. Y aurait-il un message diplomatique? Sophie Lisière, vous êtes géographe à l'UMR Gest. Pardon, je n'ai pas cité les personnes en distanciel, j'espère que vous êtes là. J'aimerais vous voir à l'écran Christian Dodoli, Jean-Claude Eudes et... Non, pas Christian Dodoli, qu'est-ce que je vous raconte? Jean-Claude Eudes, Didier Portelli et Alexis Guilpart. Êtes-vous bien à l'écran? Oui, non? Didier Portelli, bonjour. Alors attendez, on va y aller les uns après les autres pour être sûr que je vous entends bien. Jean-Claude Eudes. Oui. Parfait, il y a du son. Monsieur Portelli. Oui, bonjour. Voilà. Et Monsieur Guilpart. Oui, bonjour, je suis là également. Très bien, parfait, je vous remercie. Sophie Lisiard, vous êtes géographe à l'UMR Gest à Strasbourg. Christian Dodoli, vous êtes directeur de l'EPTB Durance. Je vous laisserai déplier l'acronyme SMAVD parce que je ne m'en souviens plus. Bruno Forel, est-il raisonnable de vous présenter à nouveau? Je ne pense pas. Sophie Lisiard, on va commencer avec vous. Ça tombe bien, vous avez mis en place une étude des sages, finalement. Oui, alors plus particulièrement des règlements de sages et de leur mise en place au sein des commissions locales de l'eau. Alors, c'est quelques résultats d'un programme de recherche, d'un projet de recherche qu'on a mené au laboratoire Gest à Strasbourg. Merci beaucoup. Avec mes collègues donc Rémi Barbier et Sarah Fernandez. Et donc, le laboratoire Gest, c'est un laboratoire de chercheurs en sciences humaines qui travaillent sur la gestion de l'eau et des déchets. Alors, c'est pas ça. C'est celui-là. Non, c'est le rouge. Je crois que c'est... Ah non, je suis venue en arrière. OK. Ah, celui-là. Il y a 2 boutons verts. Voilà. Donc, retour à quelques mots sur les règlements de sages qui ont été instaurés par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques en 2006. Ce règlement de sages, c'est un document qui contient des règles édictées par les commissions locales de l'eau pour assurer la réalisation des objectifs prioritaires du plan d'aménagement et de gestion durable PAGD et atteindre également les objectifs de bon état des masses d'eau définis par la directive cadre sur l'eau. Alors, le fait de mettre en place un règlement par la voie de la concertation, c'est une véritable innovation en matière de réglementation environnementale et également un véritable défi pour les clés, puisque ce règlement, il introduit de la contrainte dans un dispositif de gestion qui est fondamentalement basé, son fonctionnement, sur le consensus. Donc ça nous a semblé intéressant d'étudier comment la gouvernance, à travers les clés, s'est emparée de l'outil réglementaire. On a mis en place plusieurs actions. Un bilan quantitatif des règles produites, c'était en 2017. Une série de 24 entretiens dans 12 sages réalisés auprès des acteurs en charge de la création et la mise en œuvre des règlements de sages. Donc principalement, c'était des animateurs de sages, mais aussi des élus des clés et des représentants des services déconcentrés de l'État, des REAL et des DT. On a aussi fait une enquête en ligne auprès des animateurs et plus largement, on s'est interrogé sur les évolutions du dispositif SAGE à travers un atelier de réflexion prospective qui s'était tenu à Paris en 2018. Alors, ce qu'on a pu constater au niveau de la production réglementaire, c'est qu'après un démarrage assez lent, compte tenu de la durée de la procédure, les clés ont désormais largement investi l'outil réglementaire. Et en 2021, on compte désormais 148 règlements de sages qui rassemblent plus de 800 articles.
Alors, ce règlement, il est certes obligatoire, mais les clés pourraient se contenter d'une seule règle. C'est le cas de quelques-uns d'entre eux. Mais en moyenne, on a pu constater qu'un règlement rassemble 5 à 6 règles. Ce qui nous a marqué également, c'est qu'il y a une très grande variété de règles. On a dénombré 32 cibles différentes dans notre base de données. Alors, certaines sont présentes dans de nombreux règlements, comme les zones humides ou encore les plans d'eau. Et au contraire, certaines peuvent être très très rares, présentes seulement dans quelques règlements, comme des règles sur la ripisylve ou le lavage des bateaux. Donc ça a montré que même si les règlements donc, sont définis au niveau, le contenu des règlements est cadré au niveau national, finalement elles sont également définies localement de manière subsidiaire, on en parlait ce matin, pour répondre aux enjeux locaux. Néanmoins, ce n'est pas sans difficulté que les clés élaborent leurs règlements. Ça, c'est quelques résultats de l'enquête en ligne auprès des animateurs qui a permis de voir que ces difficultés, elles sont liées non seulement à la nature juridique du document, mais également aux incertitudes sur la manière dont les règles seront comprises et appliquées par les services de l'État, qui peuvent d'ailleurs vouloir limiter les règles par crainte du contentieux. Eh bien, on n'en sort pas. Alors, au sein des clés, les animateurs ont rapporté, lors de l'élaboration du règlement, des effets variés qui vont du renforcement de la cohésion à l'exacerbation des tensions déjà existantes. Donc, ça dépend des territoires, des problématiques, des enjeux. Mais globalement, l'impact du règlement est néanmoins considéré comme positif, c'est-à-dire que la mise en place du règlement offre des possibilités de renouveler les débats sur l'eau. Au niveau du déroulement, ce qu'on a pu voir, c'est qu'une fois que les grandes pistes, les grandes thématiques de règles validées par la clé, on a des comités de rédaction qui sont mis en place pour élaborer le contenu de chaque règle. Et c'est dans et autour de ces réunions que le contenu spécifique de chaque règle est négocié. Alors évidemment, ces négociations, elles ont été particulièrement vives sur des enjeux, par exemple, touchant la profession agricole, comme le partage de la ressource, la protection des zones humides. Mais notre enquête montre aussi que les processus de négociation ont engendré différentes formes de compromis visant à permettre des avancées malgré les rapports de force et malgré les contraintes techniques et juridiques. Et donc, celles-ci contraignant les ambitions initiales. Alors, je ne vais pas détailler, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces différentes formes de compromis, elles peuvent porter sur la temporalité de la règle, le niveau de juridicité, les exceptions qui sont apportées aux règles, et on a aussi vu la mise en place de règles plus symboliques ou plus politiques. Je pourrai y revenir plus tard si vous le souhaitez. Alors, l'étape de la mise en forme juridique, elle relance parfois la négociation et aboutit à de nouveaux ajustements. Alors, par exemple, on avait le cas d'une règle sur les zones inondables où les riverains ont demandé à ce que tous les cas de figure possibles soient explicitement et précisément définis parce qu'ils avaient peur que les services de l'État aient une interprétation trop stricte de la règle par rapport au principe de gestion sur lequel la clé s'était mise d'accord. Alors, l'animateur a refusé en expliquant que ça allait rigidifier et fragiliser le règlement qu'il faudrait réviser à chaque apparition de nouveaux cas. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans plusieurs sages, dans plusieurs cas rencontrés, les animateurs ont réalisé, en concertation avec les services de l'État, une note de doctrine pour expliquer comment comprendre l'esprit de la règle, qui est ce qui est le plus important pour eux, et comment appliquer la règle. Il faut expliquer comment la règle doit être interprétée. C'est ça. D'accord. Je ne sais pas si c'est rassurant, en fait. Ça montre que les choses, que l'écriture juridique, en fait, souvent on nous rapporte qu'elle a tendance à obscurcir ce principe de gestion globale qui est ce qui intéresse. Ça veut dire que la règle est interprétable ? Oui. D'accord. Et donc en dernier recours, c'est quoi ? Si on n'est pas d'accord, c'est le tribunal, c'est le juge. Alors là, je pense que c'est plutôt rare, par contre. Alors, j'arrive à l'adoption du règlement par la clé, qui se fait donc au moyen parce qu'on a vu qu'il y avait ces comités de rédaction qui pouvaient être rassembler seulement quelques acteurs, mais donc l'adoption du règlement par la clé se fait au moyen d'un vote en séance plénière. Et ce qu'on a pu voir, c'est que selon que le règlement soit plutôt consensuel ou conflictuel, les modalités de vote sont adaptées selon les sages, donc soit un vote global, si globalement on sent qu'il n'y a pas de problème, pas de discussion, soit un vote règle par règle quand c'est plus chaud.
Et néanmoins, ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'image des clés comme parlement de l'eau a des limites. Et voilà, je vais citer une fonctionnaire de la DREAL qui nous a dit « Je ne suis pas certain qu'ils comprennent bien tous pourquoi ils votent au sein des clés et qu'ils mesurent bien les conséquences de leurs décisions. » Alors j'y reviendrai. C'est pas un peu condescendant, ça hein? Je ne sais pas s'il s'incluait ou pas. Voilà, mais voilà, donc j'y reviendrai juste après là, sur ce point-là. Mais déjà, je voulais conclure sur l'élaboration du règlement. Et c'est-à-dire qu'on voit que les animateurs vont déployer toute une diversité de procédés pour essayer de dépasser les oppositions et de produire des avancées, de produire un équilibre entre la défense des intérêts catégoriels et la dynamique de communalisation, c'est-à-dire de dynamique vers une gestion de la ressource en tant que bien commun. Alors, une fois le règlement approuvé, et ça sera ma dernière diapo, donc ce qu'on a pu voir, c'est que ce règlement, il est quand même perçu comme une plus-value pour les animateurs, même si pour eux, ce n'est pas le centre de leur mission, une plus-value pour la protection des ressources et des milieux aquatiques, puisque ce règlement, il permet par exemple de justifier une modification ou un refus de projet. Donc il s'applique dans un rapport de conformité. Et donc il contribue à renforcer les clés et la prise en compte de leurs avis, notamment en ouvrant une fenêtre des discussions, soit en amont, soit au moment de l'instruction des projets soumis à la loi sur l'eau. Néanmoins, ce qu'on a pu constater également, c'est que l'application du règlement par les services de l'État est apparue très variable selon l'intérêt qu'il représente pour eux. C'est-à-dire que c'est à la fois une ressource, comme cet agent de la DDT qui nous explique que la règle est confortable pour l'État. Ça permet de refuser systématiquement toute demande de prélèvement pour l'agriculture sans avoir à refaire une justification depuis le point de départ. Donc l'État passe la patate chaude en fait. Voilà, tout à fait. Pour eux, c'est plus facile de dire c'est la clé qui collectivement a décidé de C'est les élus locaux, démerdez-vous avec eux. Donc si vous avez des fumiers à déverser, c'est la clé. Oui. Mais également, c'est des contraintes supplémentaires, ce règlement, qui pèsent sur l'exercice de leur mission. Et notamment, voilà, un travail de vigilance réglementaire. Et voilà. Donc, les animateurs, donc on a vu déjà à travers des notes de doctrine, ils essaient de travailler main dans la main avec les services de l'État, et ils travaillent aussi à ce qu'on peut appeler l'internalisation des règles dans les pratiques des acteurs de la gestion et de l'aménagement du territoire à un niveau plus large, donc au-delà des agents de l'État. Et donc, un de leurs objectifs, c'est que notamment ces règlements soient repris dans les plans et les schémas des collectivités. On en parlait un peu ce matin, donc par exemple dans le PLU en ce qui concerne des normes relatives au rejet d'eau pluviale. Donc, au niveau des oppositions, un point intéressant, c'est que les velléités de contournement, elles peuvent tout d'abord provenir de la clé elle-même. C'est-à-dire que compte tenu du contenu du règlement, qui est finalement pas toujours bien maîtrisé par tous les acteurs, au moment de la mise en œuvre et de la découverte de ses conséquences, on peut avoir une véritable levée de bouclier. Alors, j'ai deux citations de deux agents dans deux DDD différentes. Donc on nous dit, la première fois que la clé a eu à se prononcer sur l'application de la règle, il y a eu la tentation de ne pas l'appliquer. Les représentants agricoles se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir. Deuxième département, la règle a été utilisée une fois pour bloquer un PLU. Ça a fait du bruit. La commune s'est rendue compte que son urbanisation était bloquée. Du coup, il y a eu une tentative de contournement, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc ça ne marche pas toujours, mais dans certains cas, ce qu'on a pu voir, et ce midi, je discutais avec quelqu'un qui m'a donné un autre exemple, c'est que les règles gênantes peuvent faire l'objet d'une révision ou tout simplement être ignorées, c'est-à-dire que la règle n'apparaît pas dans l'instruction du dossier. Alors face à ces tentatives de contournement, la posture des clés est plus ou moins offensive. Soit elle peut adopter une posture de composition, par exemple dans des dossiers politiquement sensibles, et se dire on va essayer d'être exemplaire sur la solution de second choix, les mesures compensatoires. Dans d'autres contextes, on a vu aussi que la clé peut se montrer plus offensive, et une animatrice qu'on a enquêtée estimait par exemple que certains élus d'un SAGE seraient ainsi prêts à aller au contentieux si les règles n'étaient pas appliquées, tout comme ils n'avaient pas lâché pour que les règles soient adoptées. Cependant, la clé ne peut pas porter le contentieux elle-même. C'est-à-dire qu'on parlait des questions de personnalité juridique ce matin, mais c'est le cas de la clé également. Et donc, il faut passer soit par la structure porteuse du SAGE ou tabler sur la mobilisation associative. Et donc, on voit ici une des limites du règlement, puisque finalement, les usagers de la ressource ne peuvent veiller qu'indirectement
à l'application du règlement. C'est un vrai souci, ça. Tout à fait. Donc, je conclus rapidement sur finalement donc, ce rôle majeur de la police de l'eau pour la mise en œuvre effective du règlement et du véritable travail de portée à connaissance, une fois ce règlement élaboré, adopté, qui est mis en œuvre par les animateurs de SAGE pour que ce règlement soit repris et connu par les différents acteurs de la gestion des territoires. Et puis, plus largement sur les évolutions du dispositif clé, SAGE, règlement. Donc là, j'ai noté la question de la personnalité juridique, mais il y a eu aussi une étude évaluative de la politique SAGE qui est actuellement menée par le ministère de la Transition écologique et qui, donc je l'espère, apportera également des éléments de diagnostic et des suggestions. Voilà. Bruno Forel, ça vous évoque quoi, tout ce qui vient d'être dit? C'est un tableau conforme à la réalité ou c'est un focus sur seulement 12 sages? Non, moi je trouve que effectivement, on entend, ça correspond bien au quotidien de quelqu'un qui travaille au sein d'une clé, au sein d'un sage. C'est un lieu où il y a du débat, c'est un lieu où il y a de la production de règlements qu'on n'apprécie pas forcément quand ils s'appliquent à soi-même. Enfin, c'est pas une grande nouveauté. C'est un lieu aussi où des volontés politiques ou des lâchetés politiques s'expriment, ce qui est assez, là aussi assez commun. Mais je note quand même que c'est à chaque fois vécu comme un élément positif. Moi, je suis convaincu que ça joue ce rôle. Il n'y a pas de sage sans clé, et la clé trouve de la légitimité, de la puissance et un lieu de force et d'expression dans un sage muni d'un règlement. Moi, je trouve que ça, c'est plutôt... Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Madame, il faudrait qu'elle nous dise si globalement elle considère que cette expérimentation du règlement co-construit, on aime bien ce mot-là en ce moment, donc allons-y, donc du règlement participatif entre tous les gens qui sont autour de l'eau, cette expérimentation a lieu d'être observé, positivé, peut-être développé, peut-être amélioré. Mais je pense que là, cette innovation, puisque c'est aussi un mot qu'on doit entendre, sinon ça ne marche pas, cette innovation est porteuse d'avenir. Moi, je trouve que le tableau que vous en faites est plutôt positif. Et pourquoi Sophie Lizard? Parce que la clé, le sage, c'est une fabrique politique avant tout. On parle de politique, on parle du territoire, on se parle entre soi au prétexte de l'eau. On parle de quoi en fait? En fait, déjà pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi ce que je trouve c'est que dès le départ, c'était ce que je disais dans ma présentation, c'est un défi de se dire on va se mettre d'accord sur des règles qui vont contraindre certains d'entre nous. Donc évidemment, c'est normal que les ambitions soient contenues, évidemment. Parce qu'on va avancer par petits pas. La clé, et en fait, ce qui m'a marqué finalement dans cette enquête, c'est de voir finalement tout ce qui est, comment la clé faisait preuve de créativité et d'un certain pragmatisme face à toutes ces embûches pour arriver quand même à des avancées. Alors, des avancées qui se prennent des embûches. Il y a, on en parlait encore ce midi, l'épée de Damoclès préfectorale qui plane toujours, c'est-à-dire que jusqu'à un stade très avancé de la procédure, mais donc c'est-à-dire même une fois le règlement adopté, donc déjà il faut qu'il soit validé par le préfet, mais même une fois adopté, quand on se rend compte de ses effets, il peut y avoir cette levée de bouclier et une remise en cause préfectorale qui demande la révision du SAGE. Donc c'est en même temps que ça, ça a un impact. La réalisation de cet impact amène des levées de bouclier et en même temps il y a aussi toute cette question de méconnaissance de la clé par les autres acteurs de l'aménagement du territoire et d'une plus grande reconnaissance de la clé pour que les règles ne soient pas strictement ignorées ou on s'assoit dessus. Notamment les services des ICPE qui sont vraiment apparemment, plusieurs fois on nous a rapporté qu'ils se considéraient eux-mêmes comme à part et pas forcément concernés par ce règlement. Donc, mais justement, j'ai pas trop répondu à votre question. Si. Ouais. Non, mais si on oublie l'eau, est-ce que la clé c'est pas un organe idéal pour parler d'autre chose? Est-ce que la clé pourrait charger de biodiversité, de biomasse, de gestion des forêts? Ça semble être le seul lieu où on se parle vraiment. Est-ce qu'elle le fait pas déjà en partie quand elle parle de ripisylve, de biodiversité, Après, effectivement, ça pose la question de l'élargissement de la clé et de des compétences de la clé. Oui, Christian Dodoli.
Le TPB Durance, je vous laisse dérouler l'acronyme. Vous avez mis en place quelque chose d'original pour mettre en place le SAGE. On vous écoute. SMAVD, dites-moi tout. Alors bonjour à toutes et à tous. Déjà, alors SMAVD, c'est le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. Voilà, vous savez tout. Alors, je me sens un petit complexe d'infériorité. J'ai fait une présentation très simple, basée essentiellement sur une carte et des photos. Mais c'est très bien. Oui, je ne sais pas. Oui, alors, si vous voulez, la démarche originale, je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'on ait fait preuve d'une grande originalité, mais au contraire qu'on est allé plutôt sur des choses très simples. Alors peut-être que ça en fait quelque chose d'original. Voilà, en fait... Le SMAVD s'est lancé il y a maintenant 7-8 ans dans une démarche de gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant, puisqu'à l'origine, nous étions plutôt un syndicat de gestion de la rivière et pas du bassin versant, donc plutôt finalement à faire de la GEMAPI comme Monsieur Jourdain, puisqu'à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, on en faisait sans le savoir. Et puis lors d'épisodes de sécheresse en Provence qui ont eu lieu dans le milieu plutôt fin des années 2000, 2007, 2008, on a commencé collectivement à sortir de l'idée qu'on avait de l'eau en abondance, qu'on n'en manquerait jamais du fait des grands aménagements, Serre-Ponçon, les aménagements du Verdon. Et donc, il y a eu une prise de conscience que le changement climatique pouvait perturber cette alimentation en eau dans une situation où finalement l'eau était abondante et il y en avait pour à peu près tous les usages. Donc, fin des années 2000, il y a eu un travail, en tout cas une volonté de la structure et de ses élus de travailler sur, déjà voir est-ce que ce fameux changement climatique aurait des conséquences sur la production en eau du bassin. Bassin qui est très important pour la région PACA, puisque vous le voyez, là c'est la partie bleutée, violette, qui apparaît sur l'écran. Ça représente à peu près la moitié de la superficie de la région PACA et surtout ça alimente les 3/4 de sa population, parce que l'eau de la Durance va très au-delà de son bassin versant et elle alimente en particulier la métropole marseillaise, une partie de la métropole toulonnaise, etc. À peu près 3 millions de personnes, plus aussi évidemment des usages industriels. Tout le monde sait que ITER est en France, c'est sur le bassin de la Durance, et si ITER s'est installé là, c'est parce qu'il y avait de l'eau en abondance, etc. Et donc, c'est pas l'objectif de mon propos. Donc oui, effectivement, les études ont montré que le changement climatique pouvait avoir des effets sur la ressource, et donc on s'est lancé dans un travail à l'échelle du bassin pour essayer de s'adapter, d'anticiper, de voir comment on arriverait à tous continuer à vivre dans une région naturellement sèche. On parle de la Provence, avec des perspectives sur la ressource un peu inquiétantes. Donc, alors on ne s'est pas lancé dans un SAGE, justement. On n'a pas voulu être dans cette démarche-là. On a été assez marqué, puisqu'on a été souvent invité dans des clés, dans des comités divers et variés. On a été assez marqué par justement la faiblesse de la représentation de deux grandes catégories. Les élus. Les élus, on va dire, les élus de terrain, qui étaient souvent très peu présents. Alors on avait quelques élus souvent, mais ce que moi j'appellerais les élus spécialisés de l'eau, ceux qu'on voit souvent dans les comités de bassin et qui sont très compétents, très intéressants. Mais à part ça, on a souvent des comités qui sont assez vides d'élus, on va dire ce que M. Burlot ce matin appelait les élus non spécialisés dans l'eau, les élus des communes, etc. Et ça nous est apparu quand même assez marquant, puisque on partage complètement le petit macaron qui n'apparaît pas là, mais qui dit que l'eau est politique, surtout dans notre région. L'eau, c'est effectivement l'aménagement du territoire. C'est au cœur de tout. Sans eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'industrie, etc. Et donc, on a eu la volonté de faire en sorte que cette échelle-là soit présente dans les travaux qu'on allait réaliser. L'autre strate qu'on ne voyait pas trop, finalement, c'est la société civile. Alors on voit effectivement des associations présentes, on voit des groupements d'usagers organisés qui se disent souvent être finalement les représentants de la société civile, mais qui ne le sont pas tant que ça. On est sur plutôt une organisation de communautés qui défendent un certain nombre de choses, d'usages, ça peut être du lobbying, ça peut être aussi la défense de l'environnement, mais est-ce que ça fait société? Nous, il nous semblait que pas forcément. Et donc on a essayé de déterminer comment arriver à toucher ces élus de terrain, parce qu'encore une fois, les décisions qu'on pensait avoir à travailler et prendre étaient des choses qui allaient les impacter de manière très très importante en termes d'aménagement du territoire, etc. Et donc on a imaginé comment faire. Alors comment est-ce qu'on a fait? Eh bien,
manière assez simple, finalement, on a déjà décidé d'enlever le plus de filtres possible entre nous et ces élus. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses en interne. On a pris finalement assez peu de prestataires, Pas de de bureaux d'études. Vous êtes allé voir les élus et les gens sur le terrain. On a préféré recruter des gens pour ça et les faire sillonner. On leur a donné 2 belles voitures avec 2 moteurs diesel, c'est pas bien, mais parce que ça tient longtemps. Et on les a fait parcourir le territoire. Et nous aussi, on a beaucoup mouillé la chemise. On est allé voir les élus, les petits élus, des petites communes au fin fond de tout le bassin, et on est allé les écouter. Alors pour faire quoi? Pour les mettre devant le fait accompli, ce sera comme ça, au contraire pour leur dire vous voulez quoi? Alors justement, pas du tout. C'est pour leur dire, aujourd'hui, c'est quoi vos problématiques déjà? À quoi vous êtes confrontés et quelles sont les peurs que vous avez? Et on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qui est trop souvent le cas. Et déjà, faire cette démarche, je vous assure, c'est quelque chose qui a été vécu comme quelque chose d'extrêmement original, effectivement, parce qu'ils ont toujours eu l'habitude qu'on vienne leur expliquer, quoi faire, etc. Avec des choses souvent tellement compliquées, c'est pour ça aussi souvent ils nous ont dit, mais nous on n'y va plus dans ces comités, parce qu'on n'y comprend rien. Les choses nous passent au-dessus de la tête et on a l'impression de ne pas comprendre. Et donc on les a écoutés, on les a beaucoup écoutés. On a fait donc quasiment 3 ans. Pendant 3 ans, on a parcouru le bassin, on est allé voir, on est allé écouter. Et puis ensuite, on a essayé d'en tirer quelque chose. Et la première chose qu'on a voulu essayer de faire, c'est déterminer finalement quels étaient les enjeux des représentants. On est en démocratie participative déjà. Donc, quelle était la vision de ces représentants de la population. Et puis, on a essayé également de voir avec eux, est-ce qu'il y avait une volonté de travailler à l'échelle d'un bassin ? Est-ce qu'on avait envie? Est-ce qu'on avait besoin? Mais oui, parce que souvent on ne leur demande pas. On est sur des choses qui sont très descendantes. Le SDAGE a dit, donc c'est comme Jacques a dit, donc on fait un SAGE. Voilà. Moi j'ai eu déjà des discussions avec des représentants de l'État qui ont dit mais arrêtez avec ça, vous êtes trop lent. Le SDAGE a dit que il faut faire un SAGE. Alors que nous, le discours qu'on est allé délivrer, c'est le SAGE. On n'est pas là pour vous le vendre, on ne sait même pas si c'est ça qu'on fera. Nous, on est là pour essayer de voir, par rapport à vos enjeux, par rapport à vos questions que vous posez, par rapport à votre politique, à la vision du territoire, quel est l'outil le mieux adapté pour arriver à travailler sur ces enjeux et éventuellement sur ces peurs, en particulier le réchauffement climatique. Vous avez fait ça a priori parce que vous avez envie de faire ça ou parce qu'il y avait des rapports de force particuliers qui vous obligeaient de toute façon à y aller mollo avec les gens? Non, alors on a fait ça parce que lorsqu'on sait, nous encore une fois, on vient du terrain. On a une structure, alors déjà je pense que c'est dans notre ADN, on a une structure qui est plutôt épage à la base, donc on vient, on est les pieds dans la boue, on gère les inondations, on fait des digues, on fait de la veille hydrologique, etc. Donc on est depuis longtemps à côté des élus. Et on s'est dit, si on part dans cette aventure, c'est pour que ça serve à quelque chose. On n'est pas là pour, passez-moi l'expression, je vais être un peu provocateur, pour cocher des cases. On se fiche de savoir qu'il y a un SAGE parce que le SDAGE l'a dit. Peu importe, c'est pas... Nous, on ne l'a pas dit. Donc, on s'est dit, si on va dans cette problématique, c'est pour essayer d'apporter des réponses, des solutions à des problèmes qui se posent. Donc, l'outil n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est important, encore une fois, c'est les enjeux, les problèmes et comment est-ce qu'on va les résoudre. Alors ensuite, on a regardé dans la boîte à outils et il se trouve que le SAGE était un outil qui nous est apparu plutôt intéressant. Et donc, on est allé dans le SAGE. Mais on est allé, vous voyez, dans cette démarche-là. Et ça nous paraissait intéressant aussi. En même temps, vous pouviez faire autrement que vous intégrer dans un SAGE? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le SAGE est apparu et ça a été, du coup, on s'est créé une petite constitution de notre travail au niveau du bassin versant. Et on a fait un SAGE politique, dans le bon sens du terme. Est-ce qu'ils vous ont surpris, les élus, les citoyens que vous avez rencontrés? Est-ce que leur vision de l'eau a été un peu différente de celle que vous aviez au départ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, on a été très surpris, on le dit souvent, il faut sensibiliser, etc. On a été très surpris sur la prise de conscience, finalement, depuis longtemps, sur les perspectives du changement climatique. La plupart des élus qu'on a vus étaient inquiets sur les perspectives du changement climatique et leurs conséquences. Et ça, quand même, c'était quelque chose dont on n'était pas certain. Il y avait déjà une vraie maturité par rapport à cette problématique. Tout ça pour dire, ce qui nous est apparu intéressant, et depuis, donc, on travaille dans cette lancée-là, c'est qu'on a porté le SAGE sur des fonds baptismaux qui étaient une démarche ascendante, une démarche d'élu. Et on en a fait un SAGE politique. Dans la définition du périmètre, dans un certain nombre de choses, ce qui nous a guidés, ça a été les choix politiques. Le périmètre a été guidé par une vision politique, un positionnement politique, et ça a permis de mobiliser beaucoup. Ça fait maintenant, depuis 2016, qu'on a donc décidé d'y aller. Alors, on n'a pas encore de clé
On attend un arrêté depuis quelque temps, mais on a un comité plénier qui est un on va dire une protoclée, peu importe. Et on a une protoclée, on va dire. Hein, voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et on a beaucoup d'élus qui sont présents. On a à chaque fois entre 100 et 150 personnes qui viennent avec une grande majorité d'élus. Et ça, on trouve que c'est une victoire à part entière, puisque ça permet d'avoir des débats qui sont très orientés sur la politique, sur les choix d'aménagement du territoire. On est dans un territoire très contrasté, hein, avec des stations de ski dans la partie amont, et puis on est dans la plaine de la Provence, dans la partie aval. Donc on a des usages très très différents. Ces gens-là se parlent et posent les débats sur un plan politique. Voilà. Et donc ça a permis de donner un outil qui soit l'outil, alors pas que, mais qui appartienne aussi aux élus. Et pas que aux élus spécialisés, mais à tous les élus. Et ça nous est apparu important. Et de là, du coup, est sortie aussi l'idée d'avoir 2 autres piliers sur lesquels baser le SAGE. Le deuxième, c'est d'avoir quelque chose de démocratique. Justement, les élus nous ont dit, mais nous, ça nous intéresse et on souhaite être au centre des décisions, puisqu'ils avaient l'impression que finalement, avant, les choix étaient confisqués par l'État et sur le bassin de la Durance par EDF. C'était en gros les 2 grands acteurs, et l'agence de l'eau peut-être, les grands acteurs qui décidaient finalement des décisions. Et donc il y a eu une forte demande de dire, nous, élus, on souhaite être au centre du jeu. C'était le 2e pilier. Et le 3e, c'est de dire, on est sur quelque chose qui est très multi-usage, on souhaite qu'on puisse avoir un outil d'objectivation des choses, pour qu'on puisse prendre des décisions sur des bases objectives, éclairées, et que ça ne soit pas celui qui crie le plus fort, celui qui a le plus de poids politique ou celui qui a le plus d'enjeux économiques qui gagne. Et donc on s'est lancé aussi dans l'accompagnement du SAGE sur un gros programme de modélisation hydrologique du bassin qu'on appelle C3PO, qui fait suite à un programme qui s'appelait R2D2. Vous voyez, oui, évidemment. Voilà, on est des fans de Star Wars. Et vous êtes qui alors ? Je sais pas, je dirais un petit Jedi qui essaye de se battre avec tout ça. Vous n'êtes pas un petit, c'est vous qui avez lancé le truc, vous êtes Obi-Wan. Oui, non, c'est la structure, voilà. Mais peu importe, je dirais. Alors après, effectivement, on est dans des logiques que vous avez très bien, je trouve, décrites, qui ont été déjà décrites, sur des débats très intéressants entre différents niveaux, hein, discuter avec les industriels, avec l'État, évidemment. On est d'accord, pas toujours d'accord. Il y a des débats qui sont extrêmement intéressants. Voilà, en gros, comment on s'y est pris. Donc, vous voyez, rien de très original, finalement. On est revenu à des bases très simples, au contraire. Et également... la vulgarisation. Voilà, vulgarisation. On y viendra après. Okay. Je voudrais passer la parole un peu en distanciel à Alexis Guipard. Est-ce que vous êtes là ? Vous êtes coordinateur du réseau eau et milieu aquatique à France Nature Environnement, qui regroupe, on va dire 5000, qui fédère 5000 associations de protection de la nature en France. Vous êtes là, Alexis ? Oui, je suis là. Oui, mais on ne vous voit pas. Moi, j'aimerais bien vous voir. Clément à la régie. Voilà. Bonjour, Alexis. Vous avez un peu suivi ce qui vient d'être dit ? Oui, complètement. Et je trouve ça très intéressant. Les 2 présentations font écho à pas mal de choses qu'on entend et qu'on ressent au sein du mouvement FNE de la part de nos représentants en clé ou en comité de bassin. Alors déjà, FNE est très présent dans la plupart des clés. Voilà, alors on est dans la majorité des clés. Je n'ai pas un nombre exact parce qu'il y en a plein qui sont en reconduction ou recomposition là. Et on est présent sur l'ensemble des comités de bassin à l'échelle de la France. Ça fait une petite quarantaine de représentants. Ainsi que 4 représentants au Comité national de l'eau, ce qui fait qu'on a une vision un peu qui part du terrain de nos associations très territorialisées, qui nous remonte beaucoup de choses à l'échelle d'un bassin, et aussi après ce qui nous permet d'avoir des positions nationales un peu cohérentes à tenir au Comité national de l'eau. Tout ça, c'est animé au sein d'un réseau thématique, voilà, ce qui veut dire que le terrain de l'eau pour FNE, vous allez le chercher, vous le voyez grâce à votre présence dans les clés ? Alors, c'est une de nos grosses activités au réseau eau, la représentation, mais pas que. Et donc, pour faire écho à ce qui a été dit, les associations ne sont pas les représentantes de la société civile, on estime aussi qu'il y a vraiment un besoin de conscientiser l'ensemble des citoyens. Donc on est aussi sur des actions de sensibilisation et de formation à destination des élus, de leur proposer à la fois un regard, mais aussi parfois des solutions, des outils vers lesquels on souhaite que
que les élus, que les clés, que les sages aillent. Donc voilà, on n'est pas que sur de la représentation non plus, même si c'est vrai que c'est une activité assez structurante. Oui, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Vous, en tant qu'association de protection de la nature, vous parlez à quel titre au sein du collège de... Je ne sais plus quel collège vous êtes. Pardon ? Au collège des usagers des clés. Vous représentez d'abord FNE, votre association. Vous représentez l'intérêt général. Vous êtes là pour médier, pour vulgariser l'eau qui reste éminemment complexe. Ou c'est tout ça à la fois, où je me plante complètement ? Alors, on est là quand même, les assos de notre mouvement qui sont dans les clés sont là avec des convictions et quand même des choses qu'on souhaite porter qui sont assez structurantes. Alors, ce qui guide notre action à un niveau national, mais qu'on décline du coup à tous les niveaux, c'est assez simple, hein, c'est viser d'atteindre ce fameux bon état des masses d'eau. Et on peut se dire, bon, bah, oui, c'est l'objectif réglementaire finalement, mais c'est déjà pas mal. Il faut croire que c'est un objectif assez complexe aujourd'hui. Et donc, une des façons d'y arriver, hein, l'outil qui a été choisi en France, c'est les SDAGE à l'échelle d'un bassin hydrographique, et après une déclinaison qui peut se traduire sous la forme de SAGE. Donc, on est, nous, assez favorables à ce principe du SAGE. Il n'est pas parfait, il y a des Qu'est-ce SAGE qui va qui pas ? fonctionnent moins bien que d'autres. Qu'est-ce qui ne va pas dans le SAGE ? Alors, il a été évoqué tout à l'heure une évaluation nationale en cours, hein, par le ministère On va y venir. des sages. Alors, j'ai participé au comité de pilotage. Je ne vais pas forcément dévoiler des choses d'une étude en cours, mais c'est des choses qui sont par ailleurs un peu connues. Il y a des sages qui, on va dire, ronronnent, qui sont un peu... parfois, une fois que le règlement est fait, le rôle de la clé est moins approprié. Voilà, une fois que le règlement est sorti. Enfin, il y a un gros travail d'animation politique. Et pour faire écho à la présentation précédente, là, c'est vrai que c'est assez important de faire des sages politiques, en fait, que les différents acteurs se parlent et que ce soit vraiment quelque chose de collectif et pas juste une déclinaison réglementaire. Mais pour nous, c'est vraiment un niveau important parce que le SDAGE est toujours trop méta, en fait, notamment au niveau de la réglementation des dispositions. Donc c'est important que ce soit décliné à un niveau territorial. Et donc on revendique, nous, l'idée qu'il faudrait que 100% du territoire soit couvert par les sages, même si on reconnaît que ce n'est pas un outil parfait. Il y a dans certains bassins où il y a finalement une portion du territoire assez faible qui est couverte par des sages. Il y en a d'autres qui sont à quasi 100%. Le bassin Adour-Garonne a un objectif de 100% de couverture par des sages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de conflit autour de la ressource en eau. C'est un instrument qui gagne encore, je pense, à être approprié, à être un peu musclé aussi. Mais voilà, on s'en fait quand même le défenseur. D'accord, ça reste un bon outil si tant est qu'il soit approprié politiquement, qu'il soit un vrai objet politique aux mains des élus et pas juste la juxtaposition, la déclinaison de quelque chose qui viendrait du haut, qui viendrait de l'État. Merci. Amélie Coantic, bonjour. Vous êtes sous-directrice de la protection et de la gestion de l'eau au ministère de la Transition écologique. Je salue également Thierry Vatin, directeur de l'agence de Loire-Picardie. Amélie, ça vient d'être dit par Alexis Guipard, vous avez lancé un programme est en cours d'analyse des sages. Dites-nous tout. Bon, un petit peu. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir après un petit périple depuis Paris, mais nous sommes là avec Thierry Vatin. Donc vous m'interrogez pour savoir ce que nous avons dans les tuyaux sur cette question des sages. C'est ça. Écoutez, au moment des assises de l'eau, de la deuxième séquence des assises de l'eau, il y a eu un débat très intéressant sur la manière dont on devait se projeter pour gérer au mieux la ressource en eau dans un contexte de changement climatique, et notamment la question de la mobilisation des sages s'est posée. On l'a vu, le SAGE est un outil qui est finalement présent de manière assez importante sur le territoire, plutôt l'ouest de la France que l'est, mais quand même extrêmement représenté, et dont on a tendance à penser qu'il peut être le moyen d'aborder les problèmes dans une dimension
politique, mais aussi dans une dimension opérationnelle. Et donc les assises de l'eau ont amené à la conclusion qu'il fallait valoriser l'outil, le développer, le déployer là où il n'était pas présent. Donc ça, c'était l'ambition issue du débat. Pour autant, on le voit, et les interventions des différents intervenants ce matin ou là présent, il y a quand même des questions qui se posent et qui sont soulevées et des interrogations. On voit bien qu'aujourd'hui, soit dans la manière dont l'outil est conçu et prévu d'un point de vue législatif et réglementaire, soit dans la manière dont il est mobilisé au moment de la conception du projet ou dans sa mise en œuvre effective, il y a des interrogations qui se posent. Et donc, ce qu'on a lancé au niveau de la direction de l'eau et de la biodiversité, c'est une évaluation de la politique publique des sages. Alors, on fait ces évaluations avec l'inspection générale. Donc, c'est l'inspection générale, le CGEDD, donc inspection de l'environnement, qui s'est vu confier la mission. Donc, un organe indépendant de l'administration. C'est pas l'administration, c'est un organe indépendant avec une personne qui s'appelle Annie Vieux, qui a été chargée de présider un comité d'évaluation qui réunit une vingtaine d'acteurs. Là, on a fait un choix, alors, avantage, inconvénient, mais en tout cas, nous avons choisi de mobiliser des acteurs opérationnels. Donc, ce n'est pas forcément les têtes de réseau national qui sont autour de la table, mais ça a été des représentants. Ce qui veut dire que dans un deuxième temps, et je vois les regards dans la salle, il va bien falloir qu'on élargisse ce cercle. Donc voilà, il y a un travail en chambre qui a lieu aujourd'hui, qui va nous amener à un rapport qui va reprendre des éléments que j'ai entendus, qui va nous permettre de répondre à des questions. D'abord, comment articuler au mieux le SAGE avec les autres outils de planification territoriale, notamment en matière d'urbanisme. Ça, c'est une première question assez spécifique que nous avons posée parce qu'elle nous semble fondamentale. Deuxième question assez spécifique que je résume. Comment simplifier le processus ? On a vu, c'est parfois un peu long, c'est parfois un peu lourd. On parlait de... C'est quoi, c'est 10 ans ? On attend... Je pense que la question du délai en soi n'est pas forcément un objectif. Ça n'a pas de sens de dire qu'il faut mettre 2 ans et 18 mois pour faire telle ou telle chose, ou il faut faire 17 mois et demi, etc. Il faut un temps juste qui permette le bon débat. Ce qui aujourd'hui est problématique, c'est de dire on est bloqué parce qu'on attend l'arrêté de la clé et que l'arrêté de la clé, il n'est pas pris parce qu'on attend les élections de la... Voilà. Ça, c'est du temps qui n'est pas utile au débat. Donc, comment on simplifie le processus pour enlever les temps qui ne sont pas utiles et donner le temps utile là où on en a besoin. Vous avez des idées ? On a des idées. Le comité d'évaluation a des idées. Dites-nous-les, vos idées. Donc, en termes de... Juste, je termine le troisième point. Et puis oui, mais j'y reviendrai, vous inquiétez pas. Et le troisième élément, ça a été évoqué, c'est la question de la gouvernance, du positionnement de la clé en tant qu'organe politique. Et là aussi, on voit Gardez bien... le micro sur le menton, s'il vous plaît. Pardon. On voit bien qu'aujourd'hui, la situation n'est pas complètement satisfaisante et que le rétexte. Donc, je résume. Une évaluation en chambre qui, en gros, donne des éléments que l'on retrouve dans vos interventions multiples, à savoir que, globalement, l'outil est apprécié, permet de répondre à des enjeux politiques, permet à aussi donner des pistes d'action extrêmement opérationnel et validé en commun. Donc plutôt des éléments positifs de cette évaluation, d'une politique publique qui n'est pas remise en cause dans son objectif, mais par contre vraiment des propositions assez opérationnelles pour répondre aux points de limites qui sont posés, évalués. Donc est-ce que je vais vous annoncer là comment on va réformer ? Non, bien sûr, puisque vous savez que nous sommes très attachés au dialogue avec les partenaires. Donc, non, mais les réflexions d'Amélie les Courranty, réflexions entre nous. Pour moi, les réflexions, on souhaite publier le rapport rapidement, le mettre en débat au sein des organes qui ont vocation à évoquer ces sujets, donc notamment le Conseil national de l'eau, avoir un dialogue au printemps et réformer. Je pense vraiment qu'il faut simplifier la vie de ceux qui sont aux manettes. Donc tout le volet simplification, on parle de décomplexification, voilà, tout ce qu'on peut faire, il faudra le faire. Après, je crois qu'il y a des choses que les lois et les réglementations
ils ne font pas. Le fait que le SAGE ait une portée politique et réponde à un enjeu politique, c'est pas le texte qui va l'imposer. C'est pas le fait qu'on dise dans le SDAGE il faut faire un SAGE qui va faire qu'il y a cette émanation locale. Donc il y a des choses qui relèvent des textes réglementaires et nous allons nous en occuper sur la base des constats partagés courant 2022. Et puis après, il y a des éléments qui relèvent plus du discours global et du discours général, qui est de dire aujourd'hui, il y a une question sur le partage de l'eau. Je rappelle, le but du SAGE, du point de vue de la loi, c'est de fixer les objectifs et les conditions pour satisfaire les usages de l'eau. C'est ça le sujet. Donc, on voit bien qu'on a besoin de se projeter sur ces questions-là à moyen terme, parce que dans le cadre du changement climatique, on va avoir des difficultés à satisfaire correctement certains usages de l'eau. Et donc, je pense qu'il y aura une dynamique, une envie collective d'aller faire des SAGE sur pas mal de territoires demain en France. Et donc, je repose la question, comment on réduit le temps perdu ? Je ne sais pas si le temps il est complètement perdu en fait. Le débat c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Le discours avance. Donc comment est-ce qu'on réduit les temps masqués, les temps perdus D'abord une responsabilité de l'État dans le pilotage et l'organisation du dispositif. Donc on va essayer d'être un peu plus efficace. Bruno Forel. Je ne sais pas. C'est vous mon grand témoin. Hein. C'est ça, donc il faut témoigner. Sur ce qui a été dit, moi j'entends quand même dans ce qui est dit là, et je m'en satisfais, une vision plutôt positive, pas de remise en question profonde du système envisagé, donc ça je trouve intéressant. Après, il est vrai que la difficulté de constitution des clés reste toujours un sujet, hein, les différents. Mais dans le même temps, puisque ça aussi c'est à la mode comme mot, est-il possible de constituer un parlement de l'eau local qui soit de qualité sans veiller à ce que tous ceux qui doivent y être soient représentés, que la personne qui représente telle ou telle assemblée délibérante ou pouvoir politique local n'ait pas été choisie raisonnablement, avec soin? Il me semble qu'on ne peut pas non plus demander à l'élaboration publique, au débat, d'être toujours d'une rapidité, d'une efficacité étincelante. Voilà, on sait comment l'efficacité en politique est souvent très très éloignée du partage et du débat. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver, effectivement, ne pas créer des lieux où on débat beaucoup et où rien ne se produit, mais en même temps conserver toute la valeur du débat. Donc moi je trouve intéressant déjà qu'il y ait une évaluation qui a été faite, je trouve ça intéressant. Et puis j'entends avec intérêt qu'on va poursuivre l'expérience, et puis on essaiera, nous, à l'association, d'apporter aussi notre contribution à cette volonté de faire évoluer le système. Et le SAGE ne peut pas tout. Jean-Claude Eudes, êtes-vous là ? Alors après C3PO, R2D2, le SAGE, nous allons aborder le PEC, qui évoque quelques souvenirs aux gens nés à une certaine époque. On utilise, enfin bon bref, voilà, pour nettoyer les éviers. Jean-Claude, vous êtes directeur de l'EPTB Loire, et vous avez mis en place un PEC. Et pourquoi donc, et pas simplement vous contenter du SAGE? On vous écoute. Pour répondre à votre questionnement, je me permettrai de le subdiviser en trois questionnements. Le premier, pourquoi le PEC, effectivement? Tout simplement pour travailler ensemble à la protection contre les inondations. À raison du constat partagé, c'est que ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu de crues majeures du type du 19e siècle que le risque d'inondation n'est pas bien réel sur le bassin de la Loire et ses affluents. Au contraire même, la conviction est qu'il s'agirait de crues dévastatrices pour les territoires, avec des dommages qui se chiffreraient en milliards d'euros. Et par conséquent, ceci questionne notre capacité à faire face collectivement à de telles situations. D'où la réponse commune que constitue le projet d'aménagement d'intérêt commun. D'autant que la possibilité de définir un PEC
repose sur un fondement juridique à la fois simple et solide. Cette possibilité est en effet prévue par le Code de l'environnement. Qui plus est, elle est offerte aux EPTB. L'établissement public Loire s'en est donc saisi, sur la base toutefois d'une analyse d'opportunité et de faisabilité, dont les résultats, pour donner les éléments de temporalité, diffusés début 2017, ont confirmé l'une et l'autre, en termes stratégiques comme économiques ou de gestion, au-delà donc de l'acte refondateur de solidarité de bassin fluvial. Le parti pris d'une approche à l'échelle du problème, à savoir le territoire fonctionnel du bassin fluvial, est à rattacher à un double constat. D'une part, celui de l'inadéquation du périmètre administratif avec le phénomène physique. D'autre part, le fait que le facteur d'homogénéité de traitement constitue en quelque sorte, on prend plutôt la voie royale d'une gestion intégrée. C'est dans ce contexte que s'inscrit la perspective d'une délégation progressive de la gestion des systèmes d'endiguement. On parle de quelque chose de l'ordre de 900 km de digues, dont 500 de digues domaniales. En s'appuyant sur un établissement, plusieurs de nos collègues l'ont relevé, comme les autres EPTB, qui est garant d'un dialogue structuré entre collectivités et avec l'État, l'objectif visé étant d'assurer sur le périmètre, là encore, cohérent du bassin fluvial, une homogénéité de traitement, ainsi que la mutualisation et l'optimisation des moyens, techniques comme financiers. Deuxième question, pourquoi le Péloir? Pourquoi l'établissement public Loire? Là encore, pour faire le plus simple possible, parce qu'il existe, parce que c'est l'outil adapté et qu'il reste adaptable. En effet, on a beaucoup insisté sur la dimension politique de nos interventions, comme en témoignent les élus qui siègent à l'établissement. L'établissement a largement démontré son engagement en faveur de l'intérêt général, notamment en contribuant depuis 35 ans, avec succès, à la protection contre les inondations. Pour ne donner que quelques éléments factuels, en plus de la gestion du barrage écrêteur de crues de Villeray sur la totalité de l'Axe-Loire, avec notamment des écrêtements de 2003 et 2008, les deux plus intenses, de 2016, 2019, 2020, et l'année 2021 n'est pas encore finie pour les trois plus récentes. Il a surtout relevé par les élus l'implication éprouvée de l'établissement dans la gestion des digues, en particulier celle des digues non domaniales, qui concernent aujourd'hui un linéaire d'ouvrage d'une centaine de kilomètres. Ce à quoi s'ajoute toujours, dans une perspective de solidarité territoriale, les interventions de l'établissement en cohérence de bassin, en lien par exemple avec le portage de 3 tapis et de 4 projets de papis supplémentaires actuellement en cours. Là encore, pour faire simple, ce n'est donc pas un hasard si l'établissement a pris l'initiative du PEC qui mise à la fois sur une force collective et du sur-mesure, une proximité sur les territoires. Ce qui m'amène à la troisième sous-question, pourquoi faire? La réponse, là encore, simplement est pour fédérer les bonnes volontés, on n'est pas dans l'obligation, et éviter l'écueil d'actions en ordre dispersé. Ça, cela relève de l'exigence. L'apport de l'établissement en lien avec la co-construction du PEC, ce n'est pas seulement quelque chose d'ordre technique. Cela revêt également une dimension stratégique, à savoir le couplage entre infrastructures dites dures, telles que les barrages et les digues, et celles dites souples, à savoir les zones d'expansion de crues, entre autres solutions fondées sur la nature. De la même manière, le parti a été pris d'œuvrer résolument en faveur de l'intégration environnementale des infrastructures de protection, ceci en lien avec l'analyse exploratoire conduite par l'établissement 2018 sur la question des impacts du changement climatique, sur la gestion de ces infrastructures de protection, sur notre bassin. Opérationnellement, qu'il s'agisse du volet ingénierie,
avec des interventions, maîtrise d'ouvrage pour les études, travaux de sécurisation, l'assistance à l'action du document réglementaire. Qu'il s'agisse des volets surveillance et entretien. Le travail est en tous les cas assuré au plus près du territoire, en lien étroit et régulier, avec les services et les élus des EPCI et des communes concernées. Ceci, à la fois dans les conditions d'exploitation, d'entretien, de surveillance en période normale, mais plus encore en période de crue. Et ça, il n'y a que le PEC, Monsieur Eudes, qui vous permettait de le faire, cette organisation souple de mutualisation de moyens pour éviter le coup par coup, les investissements ici, ailleurs, pour atteindre cette cohérence en matière d'investissement. Il n'y a que le PEC qui vous permettait de le faire? Actuellement, à l'échelle qui est celle de ce territoire fonctionnel, oui, puisque par définition, on reste sur un mode volontaire et le PEC s'apparente alors à l'outil de programmation, enfin de planification et de programmation qui permet en quelque sorte l'adhésion de tous ceux qui sont susceptibles sur un mode volontaire d'adhérer à ce dispositif, avec une lisibilité parfaite de la stratégie qui est affichée, des objectifs qui sont retenus, des moyens qu'il faut y dédier, et deuxièmement, une traçabilité de la capacité collective à atteindre les résultats qui sont fixés. Bien, tout le monde connaissait cet organe, cet outil, mais je ne connaissais pas le PEC, mais je ne... Eh ben voilà, vous ne connaissiez pas. Non, mais non, il ne fallait pas la faire, celle-là. Il fallait la sous-entendre. Merci, monsieur. Vous aviez autre chose à rajouter, peut-être? Peut-être donner des éléments encore plus concrets Oui, sur pardon. les éléments de préfiguration territoriale. La préfiguration repose sur une émergence progressive qui doit déboucher sur 6 plateformes de proximité à l'échelle du bassin, avec en termes budgétaires un budget évidemment annexe spécifique à hauteur du volume et de la temporalité d'intervention dont les EPCI et les autres collectivités ont convenu avec l'établissement, sachant que les estimations de coûts en termes de dépenses de fonctionnement ont été produites, que pour les investissements indispensables pour entretenir ou renforcer les digues, là encore, les éléments de chiffrage et les retours d'expérience conduisent à considérer que l'estimation consolidée aujourd'hui de 350 millions d'euros pour les travaux à conduire sur les digues, les fameuses 900 km de digues après 2020, reste toujours d'actualité, et sans oublier quelque chose qui, comme le PEC, figure également dans le Code de l'environnement, c'est que le fait que le territoire national de la Loire soit identifié dans la liste des 4 territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, oriente dans cette direction la recherche de moyens financiers à hauteur des enjeux vitaux en termes d'attractivité et de compétitivité à l'échelle d'un 5e du territoire national. Vous l'aurez compris, ce qui est privilégié par les élus, je dis bien les élus des territoires concernés, c'est une logique d'organisation qui est résolument focalisée sur les services à rendre en proximité territoriale, sans jamais perdre de vue la nécessaire cohérence à l'échelle de l'ensemble de la bassin fluvial. C'est la raison pour laquelle actuellement la montée en charge des moyens est articulée autour de 2 axes d'appui technique, l'amplification de la gestion déléguée des digues non domaniales des collectivités et l'anticipation amorcée depuis 2 ans déjà du transfert de gestion des digues domaniales à l'horizon 2024. Pour ce qui est du respect des échéances, et ce sera mon dernier point, nous avons fait en sorte que le PEC puisse être transmis au comité de bassin dès l'été, ce qui a permis de déboucher le 7 octobre sur l'avis favorable de ce dernier. Merci, puis vous avez oublié, c'est 4 750 000 euros par an d'entretien à prévoir. Vous pouvez trouver ça dans un document qui plairait beaucoup à Christian Dodoli. On verra ce que vous faites en matière de vulgarisation. Un document que vous pouvez trouver particulièrement bien fait sur le site de l'ETB Loire, l'EPTB Loire. Pardon, j'ai du mal, je suis désolé. Monsieur Vatin, évidemment, les PEC, vous connaissiez. Non, justement, non. C'est nouveau, c'est pas le nouvel homo. Mais apparemment, c'est un outil nouveau qui date de, me disait ma voisine, de la loi MAPTAM, C'est ça. qui est assez récente.
Donc je crois que c'est le premier PEC en fait que Monsieur Eudes, que vous mettez en place. Il n'y en a pas ailleurs. Donc c'est vraiment une nouvelle démarche. Et je n'étais pas au fait de ça. Par contre, vous êtes au fait de la planification, de la gestion Oui. quantitative du réseau, et c'est ce que vous mettez en place sur les 15 sous-bassins. Oui, alors moi j'ai envie, puisque c'est un groupe qui parle de planification, j'ai envie de vous dire que vraiment les enjeux qui sont... Alors, je parle en particulier pour le bassin Artois-Picardie, et que mes deux amis qui sont là devant, M. Langlais et M. Bignon, connaissent parfaitement bien, mais je pense que les enjeux qui sont devant nous, à court et moyen terme, sont immenses. Et c'est des enjeux qui soient à la fois qualitatifs et quantitatifs. Et on en parlait hier, puisque Luc était avec nos ministres sur le Varenne. Je redirai aussi les propos d'Alain Rousset qui terminait cette séquence hier soir. Il disait, attention, n'allons pas vers la guerre de l'eau. Non, non, mais c'est pas une blague. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est en train de monter en puissance. Le mot est un peu fort peut-être à l'échelle de la France. Eh bien, écoutez, j'y reviendrai, mais il y a déjà des conflits, il y a déjà eu des conflits sur le terrain. Hein. Bon, ce que je voulais dire, c'est que ces enjeux-là ne peuvent se relever qu'avec cette planification, mais surtout avec un débat démocratique aux bonnes échelles. Et donc j'en viens à ça en disant, pour moi, les bonnes échelles, c'est l'échelle du bassin et c'est l'échelle des sous-bassins. Et il faut qu'on arrive à avoir... alors on dit souvent, le comité de bassin, c'est le Parlement de l'eau. Je pense qu'il faut même aller un peu au-delà. Il faut avoir un débat démocratique sur l'eau, aussi avec les gens qui font l'aménagement du territoire, et qu'on ne reste pas que sur les acteurs de l'eau, d'ailleurs. Et je rejoins d'ailleurs le propos sur la question des clés, qui c'est quand même un public de gens qui parlent que de l'eau, mais on manque parfois aussi de ceux qui font l'aménagement du territoire, qui décident du développement économique, qui décident du développement urbain. Mais c'est pas un peu ce qu'on fait en parlant de l'eau quand même? On parle non. des sols, on parle d'artificialisation, on parle d'aménagement du territoire, forcément. Je veux dire qu'il faut mettre autour de la table tous ces acteurs. Ils n'y sont pas forcément. Et qu'ils n'y sont pas toujours forcément. Je vous dis une chose, moi quand j'ai pris mon mandat, je suis arrivé dans le bassin il y a 2 ans, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait puis c'était le moment où on démarrait le projet de SDAGE. La première chose que j'ai faite avant de planifier depuis le haut, c'est que j'ai fait la tournée des 15 sous-bassins. Alors on a vraiment du bol dans ce bassin. Vous avez une carte normalement. C'est sans doute grâce aux acteurs qui depuis longtemps œuvrent sur ce sujet. Je pense notamment à Bernard Langlais, mais d'autres. Clément, tu peux nous passer la carte? Non, c'est pas une carte. Oui, si, passer la carte, mais il y a une carte des sous-bassins qui présente les tensions quantitatives, mais c'est quand même une carte des sous-bassins. On a la chance que notre bassin est couvert totalement par des sages. Et ça, c'est une sacrée force. Parce que effectivement, ce qu'on réfléchit, ce qu'on discute à l'échelle du bassin, on peut le traduire directement dans des débats dans chacun des sous-bassins. Et donc j'ai fait ça moi en arrivant. Je suis allé voir chaque clé, mais j'avais demandé quand j'ai fait cette tournée-là, qu'il y ait aussi d'autres acteurs. Et j'ai invité les représentants de l'État, les sous-préfets, des élus, pour dire l'enjeu de l'eau. C'est un enjeu, c'est un bien commun, c'est un enjeu collectif. Il ne se gère pas simplement entre initiés pour l'eau, il se gère avec tous ceux qui font l'aménagement du territoire. Bon, moi j'ai envie de vous dire ce qu'on fait dans ce bassin, vous dire que le changement climatique nous rappelle, s'il faut le redire, que l'eau est un bien extrêmement précieux, mais aussi que c'est une ressource qui risque de plus en plus de manquer. Alors c'est assez drôle. Voilà, quand on parle de la région Hauts-de-France, on voit le film des Ch'tis avec le gars dans sa voiture qui arrive au panneau Pas-de-Calais et là, poum, il y a de l'eau qui tombe sur son pare-brise. C'est une insulte faite à la nation ch'ti, ça c'est voilà. C'est honteux. Et on se dit, mais il n'y a pas de problème d'eau dans cette région. Bon, et c'est totalement faux. Alors c'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'on va manquer d'eau aussi dans le nord. Ah, c'est pas la Durance quand même encore, on a un peu de temps ou... Non. Écoutez, vous allez voir. En tout cas, ce que je dis et je redis
ne faisons pas comme si cette ressource était illimitée. Je crois que c'est un vrai sujet d'arriver à faire prendre conscience à la population, et pas simplement aux initiés, que l'eau n'est pas une ressource illimitée. Voilà. C'est aussi... Pardon ? Ah oui, c'est le petit machin. Pour faire passer... Non, j'en ai que 2, alors ça va être... Vous en avez que 2, donc c'est une seule moi, j'ai pression fait sur le gros comme... bouton vert. Non, mais... comment dire c'est aussi un sujet... Je dis souvent, bon, le citoyen, si on l'interroge sur l'air, il sait qu'il y a une politique de l'air aujourd'hui, il sait qu'il y a une politique des déchets, il sait qu'il y a une politique de l'énergie. Si on interroge le citoyen sur l'eau, il n'est pas forcément conscient qu'il y a un sujet. Bon. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est un sujet qui s'invite dans le débat politique de plus en plus. J'ai piloté les assises de l'eau, en tant que directeur de l'eau il n'y a pas très longtemps. C'était en 2019. On a maintenant le Varenne de l'eau, et on voit que ce sujet-là est un sujet qui monte. C'est un sujet qui commence, on parlait tout à l'heure des craintes, des peurs. Oui, les agriculteurs sont inquiets par rapport au changement climatique. Est-ce que j'aurai encore de l'eau pour produire dans les voilà. Et donc, il faut évidemment planifier, anticiper et s'adapter et traiter ça ce qui à veut dire l'échelle. bien connaître. Quantité, qualité à l'échelle des sous-bassins. Et alors, et traiter ça à l'échelle des territoires. Ce n'est pas quelque chose, j'ai envie de dire, qu'on va décider du niveau national en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette carte-là. Nous avons un territoire qui est tout à fait atypique, avec des territoires qui n'ont pas d'eau. Alors ça, c'est assez intéressant. Vous voyez, là-haut, le delta de l'Aa. Alors pour ceux qui font des mots croisés, fleuve en 2 lettres. Bon, voilà. Ça Donc, rapporte vous voyez, il y en a rien, qui connaissent. Bon. Mais ça rapporte rien là, monsieur Vattin. Non, au Scrabble, rien du tout. Par contre, c'est tout en haut, c'est tout en haut et Gravelines. Dunkerque, par là, c'est par là, voilà. Il n'y a pas d'eau, c'est un polder en dessous de la mer. Donc, ces gens-là, ils dépendent forcément de leurs voisins. Il y a des territoires, c'est-à-dire qu'en fait, ils importent de l'eau des territoires voisins. Il y a des territoires qui manquent aussi d'eau. Vous voyez, la métropole lilloise, c'est un peu au centre, au nord, on voit Lille, là, voilà. La métropole lilloise manque d'eau. Marc Deul manque d'eau. Et donc, elle demande à ses petits copains à côté, notamment la Lys, lui fournit pas loin de 30 millions de mètres cubes tous les ans. Voilà. Et c'est vrai aussi pour l'Isère, qui est un territoire là, entre là et Lille. Voilà. Et puis il y a des territoires qui sont riches, plutôt riches en eau. On appelle des sortes de châteaux d'eau de la région. C'est la Lys, c'est l'Audomarois et c'est la Sensée. Voilà. Donc cette carte, elle montre simplement déjà tous les transferts qu'il y a entre les différents sous-bassins. Donc, voilà, ce n'est pas une question qu'on peut gérer seulement à l'échelle d'un sous-bassin. Forcément, il faut qu'il y ait une réflexion inter-bassin, inter-sous-bassin, mais il y a nécessité d'y avoir une planification aussi à l'échelle du bassin. Notamment une planification de ces échanges. Une planification, en tout cas, une perspective donnée à la gestion quantitative. Quelques repères. 80% de la ressource pour ce bassin, c'est de la ressource souterraine. 94% de l'eau potable provient des nappes. 75% de la population est urbaine. Je m'arrête là. Mais qu'est-ce qui nous arrive depuis quelques années ? On fait comme si la ressource était illimitée. Je reviens à mon propos liminaire. On fait, mais le citoyen n'est pas du tout, vous faites de ça. Demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce qu'il y a un problème de quantité d'eau ? Ben, il dit non, j'ouvre mon robinet, ça coule, tout va bien. Donc on ne sait pas ça. Mais là, on va avoir un problème d'eau. Pourquoi ? Parce que, tous les prélèvements augmentent. Alors nous, on le sait, agence de l'eau, puisque on prélève une redevance. Donc on a des indicateurs qui nous permettent de voir que, effectivement, les consommations augmentent. Que ce soit les consommations urbaines, 75% de la population urbaine, que ce soit les industriels, beaucoup, c'est une région très industrielle, beaucoup s'installent aussi ou demandent de l'eau. C'est vraiment un sujet aujourd'hui de l'État. Le préfet il est confronté à des entreprises qui demandent 3-4 millions de mètres cubes d'eau. Bon, c'est de l'emploi. Donc il y a un vrai sujet là aussi d'aménagement du territoire. Et puis les agriculteurs, alors je crois que c'est important de le dire, les agriculteurs demandent de plus en plus d'eau. Dans ce territoire-là,
on a triplé la consommation d'eau du monde agricole en 4-5 ans. Donc on a cette augmentation de façon très forte sur les 3-4 dernières années, et en même temps, puis c'est comme ça qu'on dit maintenant, et en même temps, eh bien, on a des problèmes de sécheresse dans cette région. C'est-à-dire que ça fait 4-5 ans où les nappes ne se rechargent pas suffisamment. Donc, vous voyez, l'effet de ciseau, plus de demandes, moins de rechargement des nappes. On va arriver à court terme à des sujets de manque d'eau. Et il y a déjà, d'ailleurs, en ce moment, il y a déjà eu l'année passée ou les années passées, des collectivités qui ont fait venir de l'eau par citerne parce qu'il n'y avait plus d'eau potable. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième carte. Qu'est-ce qu'on fait, nous, agence de l'eau et préfet de bassin? Si vous voulez la deuxième carte, il faut appuyer C'est sur moi le qui bouton vert. dois... D'accord. Le gros, pas le petit, le gros bouton vert. Le gros, PIM. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On a lancé depuis 2 ans une étude à l'échelle du bassin pour anticiper. En gros, on va modéliser la ressource en eau à l'aune de scénarios de changement climatique pour identifier des territoires en tension. La première carte qu'on a sortie, c'est celle-là. Et cette carte nous dit, comme ça, hein, première analyse, c'est arrivé à la fin de l'année dernière, eh bien, on a, vous voyez, 15 sous-bassins, et vous comptez ce qui est en jaune ou rouge. Vous en avez combien? 6. Plus que ça. Ah oui. Boulonnais, Pardon. Aa, Audomarois, Isère, Lys, Marquedeul, Scarpe, Sensé, Scarpe, Haute-Somme. Vous en avez les 2/3 qui sont en risque de tension à court ou moyen terme, et Marquedeul, forte tension. Voilà. Donc, je pense que là, il y a un sujet. Et ce sujet, ça, c'était notre rôle à l'échelle du bassin, de ce territoire, d'en parler. Maintenant, c'est un débat qu'il faut avoir dans chacun des 15 sages. Et donc, ce qu'on a inscrit, nous, dans le SDAGE, c'est ça. C'est chacun des sages sera porteur et devra décliner, en gros, cette réflexion sur la prospective en termes de ressources en eau dans chacun de ces sous-bassins. Et donc, pour nous, l'échelle du SAGE est aussi extrêmement importante parce que c'est à cette échelle-là que les spécificités des territoires peuvent être prises en compte. Est-ce qu'en fonction de l'étude, ça veut dire que certains sages devront être révisés plus vite que prévu? En tout cas, ce qu'on demande, c'est que cette, quelque part, modélisation, cette déclinaison de cette étude soit faite dans chacun des sages. Et qu'ensuite, il y ait aussi des réflexions intersages. Parce qu'on voit bien que les destins est lié, par exemple, entre la Halle, Audomarois et la Lys. Et voilà. Donc, voilà, vous souhaitiez qu'on parle de planification. Moi, je pense qu'il y a ces deux échelles-là qui sont importantes, dans notre territoire en particulier. J'ajoute qu'on a également donné la responsabilité aux sages de décliner aussi la question de la gestion qualitative. Parce que, dernier chiffre que je donne, on a un enjeu, nous, majeur. On n'a que 22% de bon état des masses d'eau dans notre bassin. Bon, c'est mieux qu'on a vu en Vilaine tout à l'heure. Hein. Là, ils sont à 0% autour de Rennes. Non, mais là, je parle du bassin. Oui. Du bassin. Voilà. Et la moyenne nationale est à 44, hein, Mélie. L'objectif européen, il est à 100% en 2027. Ça paraît difficile. Hein. Non, mais on n'y arrive pas. Mais du coup, bon, on a mis un peu d'objectifs moins stricts. Mais quand même, la ministre nous a dit, ben, vous devez plus 20 points, quoi. Donc, tous les bassins en sont là. C'est-à-dire, moi, je suis à 22. Mon objectif, c'est 50. C'est énorme. Jusqu'à maintenant, ça se traduit comment? Jusqu'à maintenant, on faisait une masse d'eau améliorée par an. Maintenant, il faut faire 3 masses d'eau améliorées par an. Donc, on a aussi une carte qui décline ces objectifs sous-bassin par sous-bassin. Voilà. Merci. Je passe la parole à Didier Portelli. Est-ce que vous êtes là? Je sais que vous êtes là, mais ce qui veut dire, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, on n'a pas eu le bonheur de se parler au téléphone, donc je ne ferai pas de lancement qui s'avérait ridicule, parce que je sais à peu près dont vous allez me parler, mais j'ai rien en tête, en fait. Donc, vous êtes le directeur de l'EPTB Adour, l'institution Adour. J'ai vu que vous aviez un grand projet Adour 2050. Ça n'a peut-être strictement rien à voir avec ce dont vous allez nous parler. On vous écoute, pardon. Vous avez un verre d'eau au-dessus de vous, vous avez vu, hein? Merci, bonjour à tout le monde. Donc moi, aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'un retour d'expérience concernant les projets territoires sur le bassin de l'Adour. Projet territoire, donc c'est en résonance avec le Varenne de l'eau actuellement,
où sur la thématique 3, on s'interroge sur la façon de rendre plus efficients les projets territoires, les accélérer, faire en sorte qu'ils émergent et qu'ils soient mis en œuvre plus rapidement. Moi, ce que j'aimerais vous exposer aujourd'hui, c'est qu'une fois que nous avons fait, on va dire construit sur un territoire, un projet de territoire de gestion de l'eau, on se retrouve un petit peu à une croisée des chemins aujourd'hui et on essaye de regarder comment véritablement on va pouvoir mettre en œuvre la totalité des actions qui nous ont permis de répondre à une question de départ. En l'occurrence chez nous, c'était un territoire déficitaire en eau. Comment peut-on faire pour que de façon durable, déjà à moyen court terme, on puisse revenir à l'équilibre et que l'on puisse, dans le cadre des évolutions climatiques, le tenir. Dans notre cas, c'était 2050. Et justement, vous parliez de ADOUR 2050, c'était une étude prospective sur l'impact des changements climatiques sur le bassin. Donc pour nous, l'objectif, fort de cette étude préalable, c'était d'arriver à retourner à l'équilibre sur certains secteurs d'ici 2050, au travers des projets territoires. Donc, vous avez à l'écran une première carte très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est sur le bassin Adour-Garonne. Vous avez là de couleur saumon, je dirais, les zones qui sont en grand déficit, important au sens du SDAGE. Et en couleur jaune, vous devez avoir, si c'est les mêmes couleurs que moi, vous avez les bassins déficitaires. Et vous vous apercevez que les petites taches un petit peu plus foncées, ce sont les projets territoires qui ont émergé, alors qu'ils sont à des stades différents, mais dont certains sont déjà aboutis et approuvés par le préfet de bassin. Et vous vous apercevez que l'essentiel se situe sur les zones, en déficit important, couleur saumon, et quelques autres sont sur les couleurs jaunes. Donc on voit bien qu'effectivement le travail des projets territoires porte sur les endroits où la difficulté la plus importante, où le partage de l'eau est vraiment une question importante dès aujourd'hui et encore plus demain. Si vous pouvez mettre la diapositive suivante. Voilà, sur cette diapositive, vous avez le bassin de l'Adour avec de couleurs bleues et vertes, vous avez les deux sages sur lesquels se retrouvent, avec des couleurs un petit peu intermédiaires, les différents projets territoires. Donc sur la partie la plus au nord, vous avez un sage, le sage Mi-12, sur lequel portent aujourd'hui deux projets de territoire, un qui est abouti, le projet de territoire Mi-Dour, en vert le plus clair, et le projet de territoire de la 12 qui est le plus foncé, le vert le plus foncé. Celui-ci est en émergence actuellement et sera présenté très prochainement en réunion publique. Et vous avez sur la partie bleue le sage Adour-Amont avec la zone bleu foncé qui représente le territoire du projet de territoire Adour-Amont, proprement dit. Ce projet de territoire, lui, en est à la fin de la phase de diagnostic et on va passer maintenant à la discussion sur les scénarios que les acteurs envisagent pour le territoire avant d'en choisir un qui sera celui sur la base duquel on élaborera un plan d'action. Voilà, je vous propose de... Alors, ce qui est intéressant sur cette diapositive, c'est de voir qu'effectivement, les projets territoires sont à une zone infra-tissage. Donc là, on rentre véritablement plus dans de la planification, mais dans des actions opérationnelles qui doivent décliner les sages, et bien sûr les SDAGE. Et vous avez également détouré en rouge la zone de répartition des eaux sur lequel l'OUGC, l'organisme unique de gestion, Irrigadour, gère l'autorisation de prélèvement pour les prélèvements agricoles. Vous voyez que sur cette zone-là, c'est là où on est en grand déficit. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des sages. Historiquement, ils sont nés de cette volonté de prendre en compte la difficulté en termes de partage d'eau sur ces zones, alors que vous voyez que la zone la plus au sud
frontalière de l'Espagne, vous êtes sur les gaves de Laudron, gaves de Pau, les problèmes quantitatifs et qualitatifs, en tout cas historiquement, même si ça le devient un petit peu, ces problématiques-là étaient beaucoup moins prégnantes et donc il n'y a pas eu la nécessité, je dirais, localement de mettre en place des clés et donc des sages. Voilà. Si on peut passer à la diapositive suivante, voilà ce que peut donner le résultat d'un travail autour d'un projet territoire. En gros, une fois que les acteurs se sont mis d'accord sur un état des lieux, qu'ils l'ont partagé, qu'ils ont construit le diagnostic, on est passé à une phase, comme je l'évoquais précédemment, de définition de scénario du territoire. Comment on veut voir évoluer son territoire? Est-ce que, en termes de partage de l'eau, de consommation d'ailleurs de l'eau, quel niveau se fixe-t-on? Quelle ambition se fixe-t-on? Pour quel type d'usage? Et une fois que le scénario par les acteurs a été co-construit, comme on dit aujourd'hui, dans un processus itératif, à travers d'une forme de démocratie participative, on en reparlera tout à l'heure, on arrive à un choix de scénario, et ce scénario est décliné en actions de diverses natures qui vont permettre, toutes cumulées, de retourner ou tendre vers le retour à l'équilibre de façon durable. C'était l'exercice qui était imposé aux acteurs, qui nous est imposé de toute façon par les contraintes en termes de disponibilité et de qualité en eau sur le territoire. À l'arrivée, on se trouvait avec à peu près un déficit de 10 millions de mètres cubes, que d'une manière ou d'une autre, il fallait trouver par différents biais, ou bien qu'il fallait tout simplement économiser. Vous avez 4 grandes familles, très classiquement, que l'on retrouve, qui ont été travaillées et sur lesquelles les acteurs ont positionné des actions quantifiées, avec des fois on va jusqu'à l'opérateur, quasiment jusqu'à l'agriculteur, l'exploitation agricole qui va mettre en œuvre cette action-là. Donc ce sont des choses très précises. On n'est pas là sur des grandes masses, sur de la prospective, on est vraiment sur des actions réalistes avec des personnes identifiées en face ou des structures identifiées. Première famille, il s'agit des économies d'eau. Donc en gros, ce sont les matériels, ce qu'on appelle matériel hydroéconome, le pilotage de la consommation en eau et un certain nombre d'hectares qui ont été déterminés par les acteurs sur la base de volontaires en termes de goutte à goutte pour les actions économes. L'autre famille, la seconde famille, la première, pardon, vous voyez, c'est 3 millions de mètres cubes d'économie. La deuxième famille, c'est un petit peu moins, 5 75 000, est constituée par tout ce qui j'appellerais les bonnes pratiques. L'optimisation des besoins agricoles. Alors pour moi, j'y mettrai à la fois tout ce qui est de l'ordre des pratiques en termes d'agroécologie et également les solutions par la nature. Et là-dedans, on se retrouve avec toutes l'agroforesterie, par exemple, tout ce qui est changement évidemment d'assolement, de culture, mais aussi toutes les techniques qui permettent de reconstituer la capacité de rétention en eau des sols. Troisième famille... Ne détaillez pas tout. Hein. Oui, troisième famille, c'est la réutilisation des eaux usées. On en a parlé plusieurs fois lors du congrès. Là, globalement, au travers de, on va dire, 3-4 sites sur la zone concernée, sur les 800 km², on a à peu près 2,15 millions de substitutions, de prélèvements aujourd'hui dans le milieu naturel, et clairement, c'est des prélèvements en rivière qui se retrouvent supprimés et compensés par du stockage d'eau traitée à cet usage, qualité A, ce que l'on appelle au niveau européen, à savoir qui permettent de faire du maraîchage, par exemple. Et dernière famille, à hauteur de un petit peu plus de 3 millions, lorsqu'on a épuisé toutes les solutions possibles et imaginables, il nous restait ce delta sur les 10 millions. Et les acteurs, tous les acteurs, ont validé
plusieurs solutions qui, à la fois, contribuent à conforter les stockages existants. Je pense notamment sur certains ouvrages de stockage existants qui ont des difficultés de remplissage du fait des évolutions climatiques. C'est l'adjonction de pompage hivernal pour améliorer leur remplissage. En tout cas, jusqu'en 2050, en assurer le remplissage complet. Et de l'autre côté, quelques rehausses d'ouvrages existants, mais pas de création de nouvel ouvrage. Ça a été une volonté de l'ensemble des acteurs. Voilà. Ben, on arrive à 3 millions de mètres cubes. Donc, la question qui était posée de est-ce qu'on va trouver 10 millions de mètres cubes? Est-ce qu'on économise ces 10 millions? Est-ce qu'on trouve des moyens de combler tout ou partie de ces 10 millions? Ça a été, de la part des acteurs, ce choix de répartition avec en face des actions clairement identifiées. Je vous propose de passer à la diapo suivante. Il faudrait que vous concluiez, voilà. Monsieur Portelli. Donc, oui. Donc, pour ce qui est des projets de territoire, aujourd'hui, comme je vous disais, dans le cadre du Varenne, on s'interroge sur comment faut-il accélérer, comment... Clairement, pour nous, le PTGE, c'est le bon outil pour travailler avec tous les acteurs sur un territoire au retour à l'équilibre. C'est la bonne formule en termes de pacification, d'évidence. Et on arrive à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui, souvent, ont beaucoup de mal à se parler, surtout quand on commence à parler de partage des usages de l'eau. Ça, pour nous, c'est un acquis. C'est quelque chose qui est un vrai progrès sur le territoire, cette pacification et cette capacité à discuter et à se mettre d'accord sur les objectifs en termes d'utilisation de l'eau. Pour ce qui est de l'efficacité de l'outil, on s'aperçoit que là aussi, ça fonctionne. On arrive sur de nombreux territoires, on voit émerger de plus en plus de projets territoires qui sont approuvés, validés, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc, visiblement, l'outil, non seulement il arrive à faire parler tout le monde, mais il arrive aussi à faire se mettre d'accord sur un territoire des acteurs sur une trajectoire pour les années à venir et autour de l'eau, se mettre d'accord sur ce partage de l'eau. Et on s'aperçoit que on n'est pas du tout, on reste pas sur le plan des idées, mais on arrive véritablement à décliner des plans d'action très variés, mais qui, action par action, mises les unes à côté des autres, arrivent effectivement à trouver des solutions dans des situations où, comme je vous le montrais sur la carte de départ, on est d'ores et déjà sur des endroits où sont identifiés des déficits importants. Donc, pour nous, il n'y a pas de question. Le PTGE, quand on entend souvent, mais ça n'avance pas, c'est compliqué, c'est oui, on est d'accord, c'est très compliqué, c'est difficile à mettre en œuvre, c'est long, c'est coûteux, c'est une évidence. Et là, il ne faut pas se mentir. Il faut le dire d'emblée aux acteurs. Il faut qu'on dise aux acteurs, oui, c'est long, ça va durer 4 ans minima, et non pas comme dans l'instruction PTGE où on parle de 2 ans, c'est une vue de l'esprit. D'où aussi des malentendus après sur le terrain. Après les périodes de moratoire, on est reparti sur les projets territoires, mais quand on dit ça va durer 2 ans, ah non, c'est pas vrai, ça dure beaucoup plus longtemps que ça pour en élaborer un. Et une fois qu'on en a élaboré un, il va falloir le mettre en œuvre. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le concret, dans ce qui se voit, ce qu'attendent les acteurs. Merci, Monsieur Portelli. Donc, la difficulté, au stade où nous en sommes, c'est que nous avons répondu sur le papier à la question comment se mettre d'accord sur le déficit. Une fois qu'on en a 10 millions, comment on peut les combler, par quelle trajectoire. Les acteurs se sont mis d'accord et ils ont trouvé un panier d'actions qui permet d'aboutir à ça. Merci, Monsieur Portelli. La difficulté... Mais alors, oui. si vous pouviez conclure, je voudrais passer la parole au public. Je conclue. Oui. La difficulté pour nous, c'est que le PTGE, il n'est pas tout à fait abouti dans sa conception, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas véritablement de portée. On est encore sur des choses qui sont de l'ordre de la volonté, de l'accord sur un niveau local,
d'un certain nombre d'acteurs qui vont avoir à mettre en œuvre derrière les choses. Et aujourd'hui, ce qui manque, très clairement, c'est la faculté de pouvoir avoir accès à des effets leviers financiers, par exemple, parce que c'est un projet de territoire, accéder à des financements qui n'existent pas dans un cadre ordinaire, par exemple. Parce que sinon, on n'a pas besoin de faire un projet de territoire pour aller additionner des actions qui font l'objet de règlements de collectivités diverses et variées ou de l'agence de l'eau. Le seul droit aujourd'hui qui est créé, c'est d'émarger sur des financements de l'agence de l'eau. Or, ce qu'on a besoin, c'est véritablement de donner une vraie valeur, de cranter la décision d'un projet territoire, de créer des droits qui permettront d'avoir aussi en face des exigences vis-à-vis des acteurs, parce qu'il y aura des obligations, au travers d'accès, par exemple, à des financements qui seraient des effets leviers. Merci. Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça la conclusion. Il faut donner les moyens au PTGE d'exister. Merci, Monsieur Portelli. Je passe la parole au public. J'ai coupé Monsieur Portelli pour vous, donc vous me devez une question, moi. On va pas perdre de temps. J'ai une question à Sophie Liziard et une question à Amélie. Sophie, est-ce que vous pouvez, dans la liste des 12 sages que vous avez évalués, identifier ceux qui ont été portés par un EPTB? Et la question importante, c'est ça. Est-ce que quand c'est porté par un EPTB, ça se passe mieux ou il n'y a pas de différence a priori? Vous n'avez pas pensé à regarder, parce que pour le congrès d'ici, c'est important. Et Amélie? Attends Bernard, d'abord cette question-là. Non, mais je pour une seconde. Est-ce que vous tenez compte de l'étude de Barbier, Liziard et Fernandez dans votre approche, ou est-ce que ces deux approches qui pour l'instant sont déconnectées? Alors, Liziard. pour répondre, puisque vous m'aviez déjà posé la question, et j'ai pas regardé depuis, alors vraiment je suis honteuse et confuse. Alors et par contre, pour redire, enfin, on avait travaillé lors de la réalisation de cette étude, on était vraiment en relation avec le ministère, on avait été accueillis plusieurs fois dans le groupe de travail national sur les sages, et ils avaient suivi attentivement l'avancée de nos travaux, qui ont un peu préfiguré l'étude qui est maintenant mise en place, quoi. Vous confirmez, Amélie? Il y a une question. Oui. Oui, enfin moi, c'est pas une question, Monsieur Portelli, c'est des remarques sur son intervention. Donc Georges Antinge, là je ne vais pas parler au nom de la Fédération de kayak, mais je vais parler plutôt en tant que personne qui a un peu contribué, puisque je suis de ces sous-bassins versants. Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est quand j'entends parler de millions de mètres cubes de déficit dans ces sous-bassins, et que je vois du maïs sur les versants et les sommets de côté sec. Là, ça me questionne énormément, que ce soit sur la Mi-12 ou que ce soit sur la partie Adour-Amont, enfin la partie basse de l'Adour-Amont. Et l'autre remarque, c'était, là je pense qu'on va le revoir bientôt, c'est actuellement pas de sage ni de clé sur le Gave. Et on a quand même cet été vu les résultats d'un état de fait qui dure depuis les années 50 d'un cours d'eau comme le Gave entièrement dévolu à la production hydroélectrique et avec des étiages qui ont bien révélé la difficulté de la gestion hydro sur des cours d'eau comme ça. Voilà. Donc là, on a d'un côté une problématique agricole aiguë dans le sud et de l'autre côté des cours d'eau dévolus à la production hydroélectrique également dans le même secteur, avec des prospectives changement climatique qui ne sont pas très réjouissantes. Y aura-t-il contradiction, Monsieur Portelli? Écoutez, non, il ne faut pas tomber dans la globalisation. Si je prends le territoire dont je vous ai parlé, le Bidour, aujourd'hui, uniquement 30% de la surface agricole de ce territoire est cultivée en grande culture. Et sur ces grandes cultures, la moitié en maïs. Donc, par rapport aux représentations qu'on peut avoir, faire attention, 50% est en polyculture élevage. Donc, il ne faut pas non plus caricaturer, mais bon, effectivement, c'est la représentation qu'on a beaucoup dans le sud-ouest. Et quand on regarde, juste dans le cadre de l'état des lieux partagé avec les acteurs, souvent on était tourné de la répartition. Alors, il est vrai que c'est très centré autour de l'axe de l'Adour, hein, donc je comprends votre remarque, mais attention,
on travaille à des échelles beaucoup plus larges. Là, on travaille sur 800 km². On parle de plus de 900 exploitations. Je vous dis, à peine la moitié des 30% des surfaces sont en grande culture. Pour ce qui est des sages, je vous rejoins complètement. Et je l'expliquais, il y a une logique historique, je dirais, en tout cas explication. Mais on y travaille en tant que PTB. Alors, nous, on appelle de nos voeux la constitution, la mise en place de clés de sages sur ces secteurs-là, clairement. Mais c'est compliqué. Les acteurs ne sont pas, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, tout le monde n'est pas prêt à se fixer des règles à soi-même. Alors, il y a une émergence de sages, une étude d'émergence avec l'Agence de l'eau pour un outil de gestion, et donc on passe à un sage sur le gave de Pau. Et la même réflexion, on est en train de l'initier, je dirais, de l'instiller dans la tête de certains sur le gave de l'eau. Si ça peut répondre à votre question. Question de Jean-Pierre Arondeau. Merci, Monsieur Portelli. Oui, pour Madame Dizière. Question sur le règlement. Ce matin, le président de la Clé du Sage-Vilaine a rappelé, par exemple, une cause de conflit. La Clé du Sage-Vilaine a voté 3 fois un règlement d'eau contre l'opposition des services de l'État, avec le préfet en tête. Et le préfet a maintenu sa proposition de rédaction et d'ailleurs a fini par rédiger le règlement à sa plume. Combien il y a de cas de ce type? Est-ce que c'est fréquent? Comment ça se passe, ce genre de contentieux? Est-ce que c'est fréquent? J'aurais bien du mal à vous le dire. Nous, voilà, on a fait des enquêtes dans 12 sages. Je ne sais pas quelle représentativité on a appris dans les différents bassins, sauf à Dour-Garonne, où voilà, c'est une distance géographique depuis Strasbourg qui a dû jouer. Et donc voilà, nous, finalement, on rapporte des cas qu'on a rencontrés. Parler de leur représentativité, j'aurais du mal à dire. Oui, oui, tout à fait. Et encore... on m'a fait part de craintes ce midi sur d'autres cas où ça pourrait se passer de la même manière, c'est-à-dire on adopte le règlement et puis au moment où il devrait être mis en œuvre parce qu'on a un cas qui se joue. Oui, alors oui, c'est ouais, c'est vrai. Oui, mais je pense qu'en plus, c'est effectivement, il y a peut-être des moments où, comme ça, il y a un conflit qui va se cristalliser à la fin, mais je trouve que même plus largement, ça joue lors du travail de choix des règles des animateurs, et ça vient finalement, ils se contraignent eux-mêmes parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a au bout, c'est-à-dire le pouvoir de veto préfectoral, et qui vont regarder finalement qu'est-ce qui a été adopté dans les autres règlements de sages pour voir qu'est-ce qui est susceptible d'être adopté. Et faire jouer un peu la jurisprudence administrative, un animateur appelait ça comme ça. Comment? C'est lui qui valide en fin de processus. Donc c'est pour ça que je parlais d'effet de Damoclès préfectoral tout à l'heure. C'est qu'effectivement, c'est un pouvoir tel qui valide ou pas. Et effectivement, ça a mis en cause toute la crédibilité de tout le processus qui a été joué. Donc ça peut être une véritable douche froide sur la clé. Mélie Contic, ça arrive souvent que le préfet dise non, refuse un sage, le réécrive, ne le signe pas. Le règlement, pardon. Oui, le règlement, excusez-moi. Je vais réagir sur la question. Je ne sais absolument pas répondre si ça arrive souvent ou pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est pour le territoire sur lequel ça arrive, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc, je pense que c'est important de regarder ces cas-là. C'est une question, en fait, qui porte plus globalement sur la question de la responsabilité et le partage des responsabilités entre les uns et les autres. Moi, ce que je pense qui est important à cette étape de rétexte sur le fonctionnement des sages, c'est qu'on soit capable de poser les cas, regarder est-ce que dans le processus, la responsabilité du préfet, elle est bien ce qu'on attend de l'État, et on attend des choses de l'État. Je pense que j'ai pas beaucoup entendu les acteurs dire dans le domaine de l'eau, décentralisons complètement la responsabilité aux collectivités territoriales, et l'État n'a pas sa place dans la police de l'eau. C'est pas ça qui est dit aujourd'hui. Par contre, c'est bien de dire quelle est la subsidiarité, quelle est la responsabilité de chacun, et comment on donne suite. Donc je ne sais pas dire s'il y a beaucoup de cas, mais je pense que ces cas, il faut vraiment les regarder avec beaucoup d'attention pour essayer de se dire qu'est-ce qui relève de l'utilisation à bon escient des pouvoirs de chacun, de qu'est-ce qui relève des incompréhensions
et des difficultés avec un volet réglementaire et puis un volet politique, parce que quand l'État retoque un document fait par des acteurs, ça a toujours une portée politique, quel que soit le pouvoir que le législateur lui a confié. Donc, volonté diplomatique d'acheter la paix sociale, parfois, avec des acteurs conflictuels sur la question de l'eau. Oui. Oui. Oui, bonjour, Lionel Georges, le directeur de l'EPTB Gardon. Donc nous, alors j'ai une toute petite question et 2 petites remarques. Nous, on était plutôt dans une configuration totalement inverse que du sage de l'EPTB Vilaine, où on fait partie des sages à une seule règle. Le règlement ne nous plaît pas, et ça n'empêche pas le territoire de faire plein de choses. Et donc, du coup, voilà, ma question, elle portait sur la représentativité des 12 sages que vous avez retenus. Est-ce que vous avez cherché plutôt une variabilité dans les territoires, dans le nombre de règles? Voilà, je crois que vous ne l'aviez pas précisé, parce que l'entretien était court. Et donc, je voulais dire 2 petites choses avant que vous répondiez, parce que ça correspond aux sages. Nous, on est beaucoup dans une dynamique, on voit beaucoup, et on en a discuté avec la NEB, des tendances à vouloir rendre les sages très réglementaires, et donc qui ne nous semble pas être pertinent. Et là, on rejoint totalement la dynamique sur la Durance qu'a présenté Christian. Je crois qu'il faut qu'on revienne au fondement de la politique de l'eau. Le sage est un outil extrêmement souple, ce qui permet vraiment d'à chaque fois, de notre point de vue, trouver le compromis le plus efficace sur chaque territoire, avec des territoires qui vont aller très loin dans les règles et qui vont être très efficaces, et des territoires qui seront plus efficaces à faire moins de règles et beaucoup plus de politique, on va dire, de moyens. Et donc ça, c'est important parce qu'on a pu voir des tendances à vouloir obliger un peu les sages à faire des règles, et en les obligeant à faire des règles, on va enlever des sages, et il y a des territoires qui voudront plus de sages. Donc je vous laisse juste la parole pour la question. Merci. Merci. Alors, tout simplement, pour choisir les sages, on avait regardé plutôt d'avoir une diversité thématique dans les règles, en fait. C'était ça. Et après, on a regardé voilà, d'avoir un peu... Enfin, voilà, au fur et à mesure des entretiens, on s'est dit, ah ben tiens, on va retrouver un sage plus urbain aussi, ça manque un peu. Enfin, voilà, on a avancé comme ça. Et effectivement, là, le focus, c'était la dimension réglementaire, mais effectivement, enfin, les sages, ils existent depuis bien avant cet outil règlement, et ils n'ont pas attendu non plus pour mettre en place une action collective. Et voilà. Et effectivement, cette dimension réglementaire, elle est arrivée dans les clés. Elle a à la fois, je pense, surpris au niveau effectivement des animateurs. Les animateurs nous ont rapporté que certains d'entre eux étaient pas très à l'aise parce que eux, ils sont dans la co-construction, l'adhésion, la construction collective, et donc parler de règlement, ça leur semblait antinomique avec leur action. Ils avaient du mal à faire comprendre leurs actions du fait de cette dimension potentiellement contraignante. Et notamment, on nous a dit, certains nous ont dit, moi, le règlement, j'aimerais que ce soit une boîte à outils. C'est aussi je pense, cette dimension-là qui fait que c'est le principe de gestion qui est plus important que la règle stricte, voilà, mais qu'il y a plus une réflexion autour du cas par cas et de quand est-ce que c'est pertinent, quand est-ce que ça l'est pas. Et voilà, c'est vrai que la place de la dimension réglementaire dans l'évolution du dispositif SAGE, c'est une question qui est vraiment très intéressante. Merci. Bernard Langlais. Oui, simplement très rapidement, c'est pour Madame Liziard et Madame Corentic, c'est une simple remarque concernant les 2 sages du bassin de la Somme qui ont été mis en place ces dernières, depuis un moment bien sûr, mais avec un temps utile par sage de l'ordre de 6 années pour construire chaque sage. Ça a permis donc ces années-là aux gens de la clé d'apprendre à se connaître et de s'approprier l'outil qui était un peu leur enfant quelque part. Et ensuite, donc ça crée des liens quand même, il faut le dire, même si ça n'est pas parfait, ça ne peut pas être parfait. Mais après, c'est une question de management. C'est de savoir comment, si on est dans l'écoute, si on a le sens du compromis, si on a une certaine rigueur, etc. Je peux témoigner que ça a été quand même relativement le cas. Simplement pour vous dire qu'après, quand tout cela est fait, eh bien, c'est le travail de tous les jours de la clé. C'est-à-dire que le bureau est en charge de donner un avis. Et vous savez, les avis, il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'on se réunit assez souvent.
Ça veut dire que dans le silence, n'est-ce pas, du temps qui passe, eh bien, de braves gens, dans leur bénévolat le plus total, apportent un soutien, un jugement, un avis donc, hein, pour les services de l'État, pour justement compléter leur approche. Donc je voulais en parler. Vous savez que nous avons été aussi évalués au niveau de notre agence, parce que ça c'est tout à fait logique que ça se fasse, hein, c'est une exigence de résultat, hein, ça se fait classiquement au bout des 6 années d'exercice. Et on a quand même parmi nous des gens qui ont été un peu ébranlés par la façon dont l'évaluation a été faite par un bureau parisien, semble-t-il, enfin parisien ou d'ailleurs, peu importe, mais c'était un bureau parisien, où là, quelque part, ça a un peu été dérangeant parce que ça ne correspondait pas exactement à ce que vivaient les gens, quoi. Et ça a créé de la souffrance, pour tout vous dire. Et j'avoue que nous qui sommes un EBTB mature, on n'a pas tellement bien vécu cette période-là, quoi. Enfin, je voulais vous le dire très simplement. Très simplement. Voilà. Ben voilà, ça a été dit. Qui veut conclure, Jean-Claude Eudes ou Bruno Forel? Ou les deux? Bruno Forel. Le micro est à votre gauche. Ben, une conclusion, c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être juste trouver que, une fois encore, un certain nombre d'échanges tout à fait intéressants, la découverte d'un nouvel outil que tout le monde ne connaissait pas et qui peut, à en croire à celui qui l'a mis en place et en tout cas qui participe grandement à un certain intérêt par rapport à une réalité de territoire. On revoit émerger aussi cette question de diversité des territoires qui cherche toujours à trouver son expression. On a aussi l'intérêt, enfin le plus souvent, la réaffirmation de l'intérêt de l'outissage. Il est quand même à chaque fois reconduit, reconfirmé, que ce soit par les acteurs, que ce soit aussi par des gens qui sont simplement membres d'un SAGE, l'intérêt de ce lieu, donc de la clé et du SAGE en complément, avec des discussions sur le règlement, à quelle mesure, jusqu'où, des questions qui se posent, peut-être un peu de confusion entre le pouvoir régalien local qui simplement ne veille pas peut-être qu'à la conformité réglementaire des dispositions du SAGE, mais qui ajoute une vision de gestion politique du territoire dont il a responsabilité. Je pense que ça, c'est peut-être une petite chose à mettre en question. Et puis, la volonté sans doute de pouvoir trouver également dans certains territoires encore une échelle supplémentaire entre la gestion de bassin de l'Agence de l'eau globale et ses différents SAGE qui parfois, sur cette question fondamentale qui est le quantitatif, où le bassin versant ne suffit pas, ou l'analyse par sous-bassin versant ne suffit pas à régler la question. Et ça veut dire qu'effectivement, le grand bassin, les sous-bassins, parfois ne peuvent pas suffire à régler toutes les questions. Et puis enfin, on entend l'émergence sous différentes formes, hein, que ce soit sur les PGRE, surtout sur les études globales et quantitatives, cette question qui devient maintenant un souci premier. L'eau était autrefois captée, pompée sans conscience de sa dimension. Et aujourd'hui, sur nos territoires et en fonction de nos installations, il nous faut maintenant mettre en place la compréhension des masses stratégiques, des stocks qui peuvent être utilisés, de leur mode de régénération, et sans doute établir les règles du partage de cette ressource en fonction à la fois des différents usages et puis des niveaux d'urbanisation qui vont avec. Donc voilà, tous les sujets sont là. J'espère, madame, que dans votre évaluation, vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point les outils en place répondent. Et puis je me permettrai de faire un tout petit peu de lobbying sur le sujet. Tout prouve dans nos différents débats que le PTB est le lieu d'ingénierie, le lieu de construction, le lieu de mise en dialogue, le lieu où on peut créer cette coopération, cette solidarité dont on a beaucoup parlé.
Donc il est essentiel qu'on puisse aujourd'hui arriver à des niveaux matures, s'assurer que particulièrement dans les territoires où cela est peut-être moins évident à l'échelle locale, qu'on puisse donner des moyens de pérennité, et quand je parle de ça, je suis très direct, de moyens financiers, de pérennité à un niveau minima de PTB, pour que ce travail d'acculturation, ce travail de construction de solidarité, de dialogue, trouve toujours un porteur, trouve toujours quelqu'un qui vient faire en sorte que ça puisse exister. Si les gens ne se parlent pas, c'est parfois parce qu'ils sont éloignés ou qu'ils ne se connaissent pas. Il faut que quelqu'un les mette en relation. Et le PTB peut être largement solidaire. Il est fait pour ça, s'il est bien financé. Ce sera la séquence 5 qui va démarrer tout de suite. Merci à tous. Merci à toutes.